Dans le petit village de Bennestrøf, Moselle, un drame insondable se déroule dans la nuit de mi-mars 1991. Hervé Evan, un jeune menuisier de 25 ans, revient du travail avec son beau-frère, Gilbert. À leur retour, il découvre une vision d'horreur. Michel, Evan, l'épouse d'Hervé, gît inanimée dans la cuisine, dans une mare de sang. Son visage est méconnaissable, le crâne fracassé et une longue lame de couteau plantée dans le dos. À ses côtés, un chapeau de bûche sert d'arme du crime. Pendant quelques instants, Hervé se sent hors de lui. J'avais la rage dans la tête. J'ai dit, je vais tuer celui qui a fait ça. Qu'en fait-il? Mais il n'y a aucune piste évidente. Aucun vol n'a eu lieu. Aucune porte ni fenêtre n'a été forcée. L'homme pensant connaissait sans doute la victime. Le matin du drame, ce samedi 9 mars, Michel, originaire d'une famille modeste de 7 enfants, dort paisiblement en pyjama au rez-de-chaussée de sa maison. Son mari Hervé s'est levé comme d'habitude à 5 heures du matin, après avoir préparé son petit-déj, son déjeuner et son casse-croûte pour le travail. Il laisse ses affaires de menuisier dans l'entrée et pose les clés de la maison sur la table. À 5h45, il quitte la maison et rejoint son beau-frère, Gilibert, qui l'attend en voiture. Les deux hommes se rendent ensemble à l'usine de fabrication de cercueils où ils travaillent, à une dizaine de kilomètres du village. À 5h53, Hervé badgeait à la pointeuse, marquant ainsi le début de leur journée de travail. De son côté, Michel prépare ses affaires pour la semaine, tandis que toute la communauté ignore encore le drame qui va se jouer. En apparence, rien ne laisse présager le cauchemar à venir. La découverte du corps. À midi, la journée de travail s'achève. Gilbert propose d'attendre en voiture tandis qu'Hervé rentre chez lui pour déjeuner. Comme chaque jour, à cette heure-là, Michel aurait dû ouvrir la porte pour accueillir son mari. Mais ce midi-là, rien ne se passe. Hervé pousse timidement la porte. C'est alors qu'il voit par la fenêtre que celle-ci est entr'ouverte. Inquiet, il ouvre la fenêtre et se glisse à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, un cri d'horreur s'échappe d'Hervé. Il vient de trouver sa femme étendue au sol, inanimée, dans une mare de sang. Son visage est caché par de longues traces de sang séché, son crâne complètement enfoncé. À côté d'elle, un bloc de bûche, ensanglanté, témoignait des coups portés. Le couteau de cuisine a été planté violemment dans son dos. La lame encore, fichée dans la chaise. Michel a été massacré. Dans la stupeur et la panique, Gilbert, témoin de la scène, appelle les gendarmes. Hervé, quant à lui, soulève doucement la tête de sa femme. Elle ne respire plus, et le sang coagulé lui couvre le visage. Il comprend l'ampleur de l'horreur. Peu après, les nouvelles du drame se répandent à toute vitesse dans le village. Les habitants invités, impromptus de cette tragédie, convergent vers la maison. Les gendarmes de la brigade locale de Saralbe arrivent rapidement. Ils sont pétrifiés par la scène. Une véritable boucherie. Tout indique que le crime a été perpétré avec une violence inouïe. La victime en pyjama a été frappée à plusieurs reprises à la tête avec un morceau de bois, avant d'être égorgée et transpercée d'un couteau. Le constat est glaçant. Il s'agit d'un acte de haine d'une rare férocité. L'enquête commence dans la confusion. Malheureusement, les premiers gendarmes qui entrent dans la cuisine n'ont pas gelé la scène de crime. Certains témoins militaires circulent librement, éventuellement compromettant les lieux avant que les enquêteurs spécialisés n'arrivent. 1 heure s'écoule avant que la section de recherche de Metz ne prenne officiellement en charge l'enquête. Peu à peu, les enquêteurs relèvent plusieurs indices. Les empreintes, la lame du couteau de cuisine ensanglanté porte une empreinte digitale incomplète. L'analyse relève 6 points de comparaison avec une empreinte d'Hervé. Or, la loi impose 12 points pour une
Identification formelle. Juridiquement, ces 6 points ne peuvent rien, mais la piste du mari se renforce pour les enquêteurs. Les traces de sang dans la salle de bain, on observe des résidus de sang dans la tuyauterie de la baignoire. Manifestement, quelqu'un a tenté de nettoyer la scène, ou ses vêtements, immédiatement après le crime. Le sale a été évacué dans le siphon. On trouve également quelques gouttes de sang sur le mur extérieur et à la fenêtre de la cuisine, comme si le meurtrier était passé par là. Aucune effraction, ni porte ni fenêtre n'ont été forcées. Cela confirme que l'agresseur était connu de la victime ou qu'elle lui a ouvert d'elle-même. Pas de signe d'un cambriolage tourné en drame. Il ne s'agit pas d'un crime de rôdeur ou d'un vol qui aurait mal tourné. C'est un assassinat prémédité. L'affiche photo arrachée sur le mur de la cuisine, on retrouve les restes d'une photo de Michel sur laquelle le visage a été partiellement gratté et frotté, une image symbolique d'une haine extrême. Face à ces éléments, les gendarmes s'orientent vers la thèse de l'homme proche de la victime. Qui d'autre aurait pu commettre un tel massacre, sinon quelqu'un de son entourage intime? Les premières auditions commencent par Hervé Evan, le mari, et Gilbert, son beau-frère. Tous deux récitent calmement le même récit. Hervé s'est levé tôt, ils sont allés ensemble du travail et ont commencé leur journée normalement. Pour le moment du crime, ils assurent qu'ils ne peuvent pas avoir commis un tel acte. Les enquêteurs les déshabillent, les fouillent, cherchent la moindre trace de sang ou d'indice sur leurs vêtements. Mais en apparence, rien ne vient confirmer un lien direct. Hervé ne porte rien, ne porte pas de traces fraîches de sang, ni sur ses mains, ni sur ses vêtements. En parallèle, les gendarmes tentent de dresser le portrait de la victime. Michel Evan était âgée de 25 ans. La petite dernière est la plus gâtée. Dixé, sa famille, issue d'une fratrie de 7 enfants. Elle était très proche de ses frères et sœurs, notamment de son aîné, Gilbert, devenu beau-frère de Hervé. On la décrit comme une jeune femme charmante, vive et pleine d'ambition. Après de longues journées de travail en usine, Michel cuisinait, jardinait, poussait et prenait soin de son foyer avec application. C'était une femme vraiment rangée, calme, qui faisait tout pour sa famille, raconte l'une de ses proches. Rien, absolument rien dans son comportement habituel ne laissait entrevoir de conflit majeur avec qui que ce soit. À 23 ans, Michel rencontre Hervé dans un café du village. Coup de foudre instantané. La jeune femme, dotée d'un fort caractère, tombe amoureuse de ce menuisier discret. Un an plus tard, ils se marient. Pour leurs amis et voisins, leur union symbolise la stabilité et le bonheur simple. On a bien fait la fête. Tout était très joyeux, se souvient une invitée de mariage. Le couple s'installe dans la maison familiale à Benestrophe, vivotant d'une vie rangée et sans histoire. Hervé continue son travail de menuisier et Michel s'occupe du foyer. Le soir, ils dînent ensemble, discutent tranquillement, rien ne semble perturber leur quotidien. Pourtant, au fil de l'enquête, certains éléments effleurent l'existence de tensions sous-jacentes. Hervé, généralement réservé et peu démonstratif, avait parfois eu du mal à supporter le tempérament affirmé de son épouse. Quelques disputes banales au sujet du jardinage ou des tâches ménagères avaient éclaté. Comme dans tout couple, rien de grave selon la famille, mais suffisant pour donner matière à réflexion aux enquêteurs focalisés sur lui. Dès le début, les enquêteurs cherchent à identifier d'autres suspects possibles. Hervé évoque 2 pistes. Le conflit avec le garagiste 1989, 2 ans avant le meurtre. Hervé et son père achètent une voiture d'occasion chez un garagiste du coin. Or, le moteur casse seulement après 40 000 kilomètres, alors que le compteur indiquait 100 000 kilomètres. Hargneusement et furieusement, Michel se rend chez le garagiste pour exiger des comptes.
Le couple obtient finalement gain de cause en justice. Le garagiste est condamné à rembourser la voiture et lui est interdit de la revendre. Pour Hervé, ce garagiste aurait pu nourrir une rancune amère et commettre un acte de vengeance. Les gendarmes interrogent le garagiste et découvrent qu'il est totalement blanc. Il était chez lui en famille au moment du meurtre. Ses proches le confirment. Piste éclatée. Deuxième piste, c'est la voiture vandalisée. Dans les semaines précédentes de la drame, Michel s'était plainte de harcèlement étrange visant son véhicule. À plusieurs reprises, sa voiture avait été rayée de part en part, les pneus crevaient à plusieurs reprises, le radiateur endommagé, les phares arrachés. Chaque fois, Hervé dépose plainte à la gendarmerie, mais sans qu'aucune enquête ne soit sérieusement menée pour lui et Michel. Quelqu'un s'acharnait sur leur voiture depuis des années. Durant les derniers jours avant sa mort, elle vivait dans la peur et se sentait épiée, toujours méfiante. Le matin même du crime, on apprendra que les pneus en étaient de nouveau crevés. Malgré ces incidents, les enquêteurs hésitent à relier cette série de dégradations au meurtre. Ils estiment que ces actes de vandalisme, bien que troublants, pourraient relever des conflits mineurs ou même d'un malfaiteur isolé. La thèse du crime passionnel continue à dominer les investigations. L'autopsie du corps Michel confirme de l'autre côté une violence inouïe. 51 coups de couteau ont été portés sur son corps, assortis d'un égorgement en plus des multiples coups de bûche sur le crâne. L'acharnement sur son visage et la disparition de ses yeux témoignent d'une haine profonde. On a voulu effacer le visage de cette fille, dira le médecin légiste. Un tel acharnement n'est selon lui l'œuvre que de quelqu'un qui connaissait très bien la victime. Du coup, très vite après, tous les soupçons se tournent vers Hervé. Depuis le début, l'attitude du mari laisse les enquêteurs perplexes. Il apparaît froid et distant face au drame. Ses réactions sont mesurées et stoïque. Certains disent qu'il semble ne pas exprimer grand-chose, ce qui en milieu rural n'aide pas son image. D'ailleurs, l'heure du décès exact de Michel reste incertaine, faute de constat initial sérieux. Le magistrat de permanence oublie de faire appel au médecin légiste la nuit du crime. Résultat, on ne sait pas si Michel a été tué à l'aube ou dans la nuit. Certains détectives émettent l'hypothèse qu'Hervé aurait pu commettre le meurtre très tôt le matin, avant de partir au travail comme d'habitude. Peut-être l'avait-il tué dans un accès de colère incontrôlé, puis s'était lavé pour se débarrasser de toute trace avant de partir à l'usine. Après tout, il n'y aura pas de témoins pour l'en démentir. En tout cas, de son côté, Hervé crie son innocence. Il assure fermement qu'il a découvert le corps à midi comme il a toujours dit. Il multiplie les démentis mais refuse de répondre à certaines questions. J'ai décidé de ne rien dire, pas une parole de travers tant que vous n'aurez pas la preuve que c'est moi, confie-t-il aux gendarmes. À ce stade de l'instruction, l'atmosphère est lourde. Les enquêteurs n'ont aucune autre piste sérieuse et aux yeux du parquet, on ne voit pas qui ça pourrait être d'autre. Hervé Evan devient le suspect numéro 1. Le 19 mars 1991, 10 jours après le meurtre, Hervé est placé en garde à vue à la gendarmerie de Sarrebourg, puis mis en examen pour assassinat. Débute pour lui un calvaire judiciaire. Quelques jours après l'inculpation d'Hervé, un témoin inattendu fait surface. Gertrude Kremer, 67 ans, la voisine du déchu, raconte aux gendarmes ce qu'elle a entendu la nuit du 8 mars. Cette nuit-là, Madame Kremer s'est réveillée vers 6 heures du matin, entend un bruit sourd dans la maison, d'en dessous.
comme un tas de bois qui tombe. Intriguée et inquiète, elle descend les escaliers de son appartement pour voir ce qui se passe. Arrivée en bas, elle frappe à la porte de l'appartement d'Hervé et Michel. Une voix masculine lui répond derrière la porte. Tout va bien, madame, vous pouvez remonter, vous coucher. Madame Kremer affirme formellement que la voix lui semble être celle d'Hervé. Elle regarde son réveil. Il est 6h05 du matin. À 7h, Hervé était à l'usine. La pointeuse prouve qu'il a pointé à 5h53. Pour l'accusation, ce témoignage est un coup dur. Si à 6h05, Hervé était au travail et n'a pas pu tuer sa femme juste avant, ce récit providentiel fait s'écrouler l'accusation. Pendant l'instruction, la défense demande à Madame Kremer de rejouer la scène. En reconstitution, la vieille dame se tient derrière la porte et écoute plusieurs voix différentes à l'aveugle. Elle reconnaît sans hésiter celle d'un ami de la famille, un certain Jean. Elle dit ne pas reconnaître celle d'Hervé. Le doute est lancé. Si c'était Jean et non Hervé qui a répondu à Madame Kremer, l'alibi d'Hervé tient. Finalement, le 18 avril 1991, Hervé Evan est libéré sous contrôle judiciaire. L'instruction conclut qu'il n'y a pas de preuves matérielles suffisantes contre lui. Les indices ne sont que présomptions. Plus de 4 ans plus tard, le procès d'Hervé Evan s'ouvre devant la cour d'assises de la Moselle. Le 27 mars 1996, les jurés doivent se prononcer. L'enjeu est énorme. C'est le procès d'une vie pour Hervé. Les débats ravivent la douleur des proches. La défense insiste sur les graves lacunes de l'enquête. Ça veut dire l'absence de légiste au départ, impossibilité de dater la mort scientifiquement et le manque de mobiles. Elle soulignait aussi qu'aucun vol n'a été commis, aucune trace de sang sur Hervé, que rien ne prouve sa culpabilité. Mais une nouvelle fois, Gertrude Kremer est appelée à la barre. Déterminée, elle confirme avec force son témoignage. J'entendais un homme dire « Tout va bien, remontez vous coucher ». Quand on m'a demandé si la petite aiguille pouvait prêter à confusion, je l'ai dit tout de suite à mon avis. Il était 6h05 du matin. Ce n'est pas possible d'avoir confondu les aiguilles. Son insistance est décisive. Les jurés sont convaincus. Il était matériellement impossible qu'Hervé tue sa femme à 6h et se rende à l'usine avant 6h. Le président des assises, dans son réquisitoire, souligne d'ailleurs l'absence de preuves et le dilemme. Jamais je n'ai vu plus coupable qu'un accusé, mais je ne peux pas le démontrer. Je ne réquisitionne aucune peine. Le 30 mars 1996, après quelques heures de délibération, les jurés rendent leur verdict. Hervé Evan est acquitté au bénéfice du doute. C'est un immense soulagement pour lui et sa nouvelle épouse, qu'il a épousée entre-temps, qui vivait depuis des années sous l'ombre de l'accusation. Hervé déclare à sa sortie « Je savais que je n'étais pas moi. Maintenant, je veux juste qu'on m'aide à trouver la vérité. » Mais la décision provoque l'incompréhension et la colère chez les proches de Michel. Pour eux, 51 coups de couteau, un corps mutilé et personne pour payer. Certains hurlent leur désespoir. Dans l'assistance, quelques personnes applaudissent même l'acquittement. Une scène qui choque la famille de la victime. L'affaire semble alors s'achever sur un goût de trop peu. Hervé est libre. Mais qui a donc tué Michel? Aucune réponse n'a été apportée sur l'identité du véritable assassin. L'affaire Evan tombe alors peu à peu dans l'oubli du grand public. Aucune nouvelle piste significative n'émerge pendant plus de 20 ans. Mais Hervé lui-même n'a jamais abandonné l'idée de connaître la vérité. Il garde un œil vigilant sur tout ce qui pourrait relancer l'enquête. En 2014, un véritable coup de théâtre arrive. Un journaliste local, Kevin Greton, du Républicain lorrain, écrit une série d'articles sur les cold cases de la région.
Son équipe reçoit une information anonyme. Un homme connu pour être proche de Michel a été condamné récemment pour harcèlement moral envers une collègue de travail. L'histoire est glaçante. Cet individu âgé a exercé des pressions sur cette collègue qu'il voulait séduire, jusqu'à vandaliser à plusieurs reprises sa voiture, pneus crevés, railleurs, dégradations, les mêmes méthodes et les mêmes motifs que ceux qu'avait subis Michel sur son propre véhicule. En apprenant cela, Hervé a la certitude qu'on tient quelque chose. Ce nouveau suspect a déjà montré un comportement obsessionnel. Il avait lui aussi saccagé la voiture d'une femme pour la séduire. Or, Michel et Hervé avaient porté plainte contre le harcèlement subi sur leur véhicule 3 mois avant son assassinat. Pour Hervé, le lien est évident. Le même homme a voulu attirer l'attention de deux femmes en les intimidant de la même façon. Cette nouvelle enquête à la faveur du procureur de la République de Metz, Christian Mercury, à l'automne 2015, après l'apparition de l'article, le parquet ouvre officiellement une enquête préliminaire et Hervé peut enfin déposer plainte une nouvelle fois et donner les éléments dont il dispose. En attendant successivement plusieurs personnes, y compris ce suspect identifié dans l'affaire de la collègue, les enquêteurs ont à cœur de déterminer si cet homme est lié au meurtre de Michel. Le journal Le Quotidien rapporte alors que la justice juge crédible cette démarche. De nouveaux éléments imposés qu'on n'en reste pas là, affirme le procureur. Certes, l'affaire est ancienne. La prescription limite pour juger un crime est de 10 ans, mais une jurisprudence récente pourrait permettre de lever ce blocage. Pour Hervé, c'est une lueur d'espoir. Il insiste pour que justice soit faite et qu'on identifie le véritable meurtrier. Plus de 30 ans après le drame, le mystère n'est pas totalement élucidé. Hervé Evans, maintenant à la retraite, reste déterminé malgré ses pertes personnelles. Il a perdu son métier, sa belle famille l'a rejeté. Il a dû reconstruire seul sa vie. Et il continue de chercher la vérité. Il sait qu'un jour peut-être l'affaire pourra être rouverte officiellement et que quelqu'un rendra compte de ce meurtre atroce. Dans le Solonnois, les habitants ont la mémoire longue. Les voisins de Benestrophe n'oublieront jamais le visage de Michel ou les longues journées d'attente dans une salle d'audience pour le procès. Quant au meurtrier, il erre peut-être toujours quelque part, sachant qu'un jour ou l'autre, les pièces du puzzle pourraient s'assembler. Hervé lui garde à la fois. Je donnerai tout pour une preuve, car je veux savoir, je pourrais tout perdre si c'est nécessaire, mais je saurai enfin qui a volé la vie de mon ami. L'histoire de Michel Evans reste un douloureux rappel qu'un crime non élucidé pèse sur une communauté, mais c'est aussi le témoignage de la persévérance d'un homme blessé, prêt à poursuivre son combat jusqu'à connaître la vérité. Le mystère de 9 mars 1991 demeure entier, mais peut-être plus pour longtemps. Aujourd'hui encore, la vérité sur la mort de Michel n'est pas totalement établie. Si vous détendez la moindre information, même un détail qui vous paraît évident, n'hésitez pas à contacter les autorités compétentes. Parfois, une parole suffit à faire renaître la justice. Merci d'avoir écouté cette affaire jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire.